Eh ben, bienvenue dans dans ce nouveau podcast. Bonne année. Ce nouveau podcast qui est en fait la suite du précédent, le podcast sur le Parti communiste français, qui était sur l'histoire du Parti communiste français, qui visait beaucoup à faire une rétrospective sur ses lignes idéologiques, sur ses orientations politiques, et d'en avoir certaines critiques. Et du coup, on ouvrait à la fin sur comment reconstruire le Parti communiste. On considère que c'est une nécessité absolue si on prétend vouloir faire la révolution et avancer vers le communisme, vers une société sans classe, etc., etc. On va justement simplement on va discuter de tout ça, de pourquoi ça nous paraît être une nécessité, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a beaucoup de discussions à l'extrême gauche qui considèrent que c'est dépassé ou qu'il faut penser d'autres formes, etc. Ou même des gens qui pensent que c'est un truc possible, mais c'est pas forcément pas besoin de faire les choses de manière, on va dire, de manière telle que nous on va les concevoir, c'est-à-dire sans spoiler, avec une direction, etc. Voilà. Et une direction et aussi de la clandestinité, etc. À quoi ça sert, etc. Donc on va discuter du pourquoi, on va aussi discuter du comment on envisage les choses et de comment on le fait aussi, particulièrement dans un pays comme la France. Probablement aussi de quels écueils il faudra éviter, parce que c'est une question, c'est aussi à ça que servait la première partie de ce podcast, la vidéo précédente. Ça servait aussi à avoir une base d'appui, parce que le PCF a quand même été une expérience d'organisation révolutionnaire, quoi qu'on en dise. Donc, partir des critiques qu'on a bah, pour ne pas répéter certaines erreurs. Donc voilà, du coup, dans cette tâche, j'invite mon camarade Victor à prendre la main et à me dire ce qu'il en pense, tout simplement, et ce qu'il pense même de la nécessité de pourquoi nous, on considère important que la forme partie est nécessaire dans les tâches révolutionnaires, est nécessaire à mener, pour mener les tâches révolutionnaires, tout simplement. Déjà, je tiens à saluer nos auditeurs, nos auditrices, leur souhaiter une bonne année. Et on commence cette nouvelle année. On l'a commencé déjà sur des chapeaux de roue avec pas mal d'événements au niveau internationaux qui ont été extrêmement importants. Puis là, au moment où on enregistre, on peut pas dire que c'est en train de s'arrêter. Donc ça repose la question fondamentale dans notre pays d'avoir une direction révolutionnaire et donc du coup d'avoir un parti communiste. Donc se pose la question de reconstituer un parti communiste. Sur la question de base, c'est une question qui paraît un peu anecdotique comme ça, de pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un parti, tout, etc. Et pourquoi la forme parti est essentielle. Moi, je dirais tout simplement, notre classe a besoin d'un parti parce que c'est le moyen par lequel il arrivera à prendre le pouvoir. Le Parti communiste, c'est la base. La révolution a besoin d'avoir un parti communiste et je pense même, une des conditions qui peut permettre d'avoir une direction pour l'ensemble des masses et de la classe dans sa lutte prolongée contre la réaction et contre la bourgeoisie. Et ce qui doit faire la force d'un parti communiste, c'est depuis Marx et Engels, etc., qui ont toujours refusé que la direction de la révolution soit entre les mains de petits bourgeois, etc., c'est pouvoir compter sur ses propres forces, ses propres intérêts, et donc la nécessité de se constituer en parti. Et je dirais même que le parti est la condition par laquelle le prolétariat parvient à se constituer en classe. C'est la première fois qu'on a dans l'histoire une forme d'organisation qui est spécifique au prolétariat et à la classe ouvrière, pour reprendre Marx et Engels, qui est distinct et opposé de l'ensemble
des vieux partis politiques tels qu'ils existaient, quoi. Et si on balaye un peu comme ça la nécessité de la construction du parti, ou même ce qu'on entend par la forme parti, faudrait reprendre, je pense qu'il faudrait reprendre un peu les points qui avaient été mis en avant qui avaient été mis en avant à l'époque par Staline sur la question du parti, où il disait que le parti c'est à la fois le détachement d'avant-garde de la classe ouvrière, c'est le détachement, c'est-à-dire qu'il absorbe les meilleurs éléments de la classe ouvrière, et via leur expérience dans l'esprit révolutionnaire, etc. Que deux, le parti, c'est le détachement organisé de la classe ouvrière. Il n'est pas seulement le détachement d'avant-garde, mais il est aussi le détachement organisé de sa classe, que c'est la forme suprême de l'organisation de la classe ouvrière. C'est pas l'unique type d'organisation de la classe ouvrière, il peut y en avoir d'autres, syndicats, etc. Mais que le noyau est vraiment le parti est vraiment le noyau. Et je pense qu'en partant de ça déjà, on voit pourquoi il y a une nécessité d'avoir un parti. Et même souvent les discussions que j'ai avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec la forme parti, avec machin, avec ce que ça sous-entend. Moi je dis souvent, les gens qui disent on n'a pas besoin de parti et tout machin pour faire la révolution et tout, je dis moi je vois surtout le rôle du parti dans le côté la question de la rupture subjective. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on intervient aujourd'hui politiquement, idéologiquement, dans les masses, dans la classe, et on arrive à mettre en place la rupture subjective. Parce que s'il n'y a pas besoin de faire de rupture subjective, objectivement, la révolution serait déjà faite, quoi. Les conditions matérielles, on pourrait dire, c'est bon, il suffit juste de se lancer, c'est bon, les gens en ont marre, etc. On fait la révolution, pourtant la révolution n'arrive pas. Donc je pense que c'est ça, en fait, la grande spécificité de la forme parti et du parti d'avant-garde, de type léniniste, c'est ça, en fait, c'est d'être le porteur de la subjectivité radicale, et d'être capable d'apporter cette subjectivité et d'entraîner les masses au moment le plus opportun pour lui permettre à la fois de remporter des victoires politiques, mais surtout en fait de pouvoir l'emmener vers la révolution, quoi. De toute façon, je terminerai en résumant ça par une fameuse petite citation que nous on aime bien, qui dit les masses font l'histoire, mais en tant que tel c'est le parti qui dirige et qui donne la direction, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais qu'en fait, il y a aussi une nécessité assez bassement concrète et matérielle. C'est la bourgeoisie, elle n'a pas juste une organisation, elle a des organisations à tous les niveaux, que ce soit politique. Elle a le pouvoir économique à tous les points de vue. En fait, elle a une sorte de totalité au capitalisme et à la compréhension capitaliste du monde qui fait que même si on va dire les exploités sont majoritaires dans notre pays, mais dans le monde surtout, comme il n'y a pas vraiment de débouché politique pour que les exploités, les masses opprimées et les masses prolétaires principalement, puissent, dans lesquelles, puissent s'organiser, ça fait qu'elles sont totalement dispersées. Et je veux dire, la bourgeoisie, en face de son ennemi de classe dispersé, elle est en position de force constante. Donc, si on ne fait pas d'organisation politique qui soit, on va dire, qui soit un petit peu clairement bien organisée, avec une direction claire qui sait ce qu'elle fait. C'est un petit peu caricatural de dire ça comme ça, mais en tout cas, qui a une compréhension scientifique de la réalité et des intérêts de la classe qu'elle porte, de la classe qu'elle représente, et pas qu'elle représente d'ailleurs, qu'elle incarne en fait, parce que le Parti communiste, il est censé en fait être composé des meilleurs, comme tu l'as dit, des meilleurs éléments de la classe. Hein. C'est aussi à ça qui sert. Si on n'a pas ça, et s'il n'y a pas une discipline même, parce que comme j'ai dit, en termes numériques et même en termes, on va dire, sens de l'histoire, à mon avis, bon, c'est encore une autre question, on est avantagé, mais mais en termes de pouvoir et de court terme et d'omniprésence, d'omnipotence
du mode de production en place et de la classe qui le maintient, d'ailleurs que ce soit matériellement aussi par une idéologie qu'elle diffuse dans tous les aspects de la société, genre à un niveau qu'on n'est même pas en mesure de ne serait-ce que approcher de manière significative, quoi. Bah, si on n'a pas cette discipline-là qui ne peut s'incarner, à mon avis, que dans une forme de parti discipliné et d'avant-garde aussi, ça on peut en parler après, mais en tout cas, avec une direction qui donne le là, bah, en fait, on se fait bouffer. Le pouvoir de la bourgeoisie, la bourgeoisie, elle a mille et une façons de récupérer, de casser des organisations qui ne seraient pas sur ce modèle de parti léniniste, avec la discipline que ça impose, avec les principes importants qu'il y a derrière et toute l'idéologie que ça défend. Si la bourgeoisie en face, avec tout le pouvoir politique ouais, tout le pouvoir politique est super structurel, enfin idéologique plus, qui répand par ces superstructures. Moi, j'invite à regarder tout simplement à chaque fois qu'on a à chaque fois qu'on a une organisation, une manifestation, des émeutes, etc., des mouvements chauds, des périodes chaudes dans la lutte des classes, et c'est-à-dire des moments où les prolétaires s'organisent, enfin pas s'organisent, mais on va dire se massifient et se massifient contre leur propre bourgeoisie pour X ou Y raison. Bah, on voit bien qu'à chaque fois, la bourgeoisie, en dernière instance, elle a l'appareil d'État, elle a une capacité elle a l'appareil d'État, elle a des relais médiatiques, politiques et matériels aussi. Elle peut même réprimer. Évidemment, elle ne peut pas jouer n'importe comment avec la répression, mais elle peut réprimer de manière un peu sélective. Elle peut jouer de la division qui peut exister dans ce. Enfin, c'est super facile, si vous voulez, pour la bourgeoisie en place, de diviser un mouvement et de le faire échouer. Un mouvement qui peut avoir par ailleurs des très très bonnes, des très bons mots d'ordre, même des bonnes perspectives de notre point de vue en tout cas. Mais tactiquement et même stratégiquement, c'est très facile pour la bourgeoisie, in fine, même quand elle a un peu peur, de le casser en deux, même parfois simplement en concédant parfois des défaites tactiques. Je dis pas ça de manière complotiste en mode ils perdent exprès pour organiser, mais c'est plus en mode des fois, bon, la bourgeoisie elle est pas totalement idiote. Elle sait très bien qu'il y a des fois où elle peut pas aller elle peut pas être totalement. Là, je dévie un peu, mais il y a des moments où elle peut pas totalement imposer toute sa violence. Du coup, elle va lâcher certaines choses suite à un mouvement, mais pour autant, son pouvoir reste bien en place et se renforce. Et c'est, à mon avis, vraiment cette nécessité matérielle d'avoir en permanence une continuité entre les moments chauds, les moments entre plusieurs moments chauds de la lutte des classes, voir une continuité de travail révolutionnaire avec une organisation, avec un parti qui regarde et analyse la société, qui forme des gens, qui forme des gens et surtout qui récupère les meilleurs éléments de la classe, capables eux-mêmes d'être d'une compréhension du monde fine, qu'on peut arriver à un moment donné à tirer parti des moments chauds pour jusqu'à prendre le pouvoir. Et ensuite, même prendre le pouvoir, après avoir pris le pouvoir, être capable aussi pas d'administrer la population, mais de continuer la révolution dans le cadre du nouveau pouvoir prolétarien, quoi. Voilà, moi, c'est vraiment cette nécessité-là d'organisation, elle est très matérielle aussi, quoi. Et à mon avis, il suffit de regarder les 200 dernières années de lutte des classes dans le monde pour s'en rendre compte que c'est pas pour attaquer, mais c'est pas en faisant de l'anarcho-syndicalisme ou juste du syndicalisme, d'ailleurs je dis anarcho-syndicalisme, mais juste du syndicalisme révolutionnaire, ou c'est pas en faisant, je sais pas, de l'accumulation des forces, mais dans des partis bien insérés dans la, dans l'État bourgeois et dans la politique bourgeoise, en tout cas pas de manière, on va dire, stratégique principale, qu'on arrive à quelque chose, quoi, qu'on arrive à un moment donné à renverser le pouvoir bourgeois, quoi. C'est vraiment,
avec une discipline avec un parti qui sait ce qu'il fait et qui organise la classe, quoi. Voilà. Avec tout ce que tu as décrit, hein, toutes les organisations qui peuvent être autour, hein, et qui, à mon avis, doivent être autour par pure nécessité, parce que organiser la classe, c'est pas juste avec un petit noyau de sachants que ça se fait, évidemment. Hein, Lénine, il en parle lui-même j'ai oublié dans quel bouquin, mais il parle du fait que, dans un article, il en parle du fait qu'il y a plusieurs niveaux dans le mouvement révolutionnaire dans lesquels bah, des gens peuvent rejoindre, parce que tout le monde ne peut pas rejoindre le plus haut niveau, quoi. Donc, comme tu as dit, je relais ce que je confirme mon accord avec ce que tu viens de dire là-dessus, oui. Donc voilà. Si tu as un commentaire à faire sur ce que je viens de dire, n'hésite pas. Non, 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 enfin, non, comme dit là-dessus, je suis d'accord et je pense que c'est important je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler la nécessité comme tu le disais, vis-à-vis de, comment dire, vis-à-vis d'une espèce de résurgence de ce que j'appellerais l'économisme ou du moins une forme de néo-économisme qui a lieu un peu partout, qui se manifeste un peu de manière un peu différente de la manière dont se manifestait l'économisme, ce que Lénine appelait l'économisme à son époque, c'est-à-dire le fait de simplement laisser le mouvement ouvrier prolétarien sans direction politique et juste le cantonner à des luttes économiques en disant que c'est chiant, faire de la politique c'est chiant parce que y a plein de groupuscules à l'extrême gauche, alors que si demain on va tous à la CGT, on peut faire basculer la ligne de la CGT, on nous en rentrer plein de gens et tout, etc. Et ça c'est peut-être une autre discussion à avoir en parallèle, mais je pense que c'est une manière de liquider aussi la nécessité d'articuler la nécessité du parti et du syndicat, et de penser que parce qu'il faut aller à l'endroit où il y aurait le plus de monde, et vu qu'il y a plein de monde dans le syndicat, bah, il faut faire du syndicalisme et se mettre à la remorque de ça et s'enfermer là-dedans. Et je pense que c'est une impasse. Donc c'est une raison de plus, moi, qui me semble nécessaire, dans la nécessité de réaffirmer la nécessité du parti, de le reconstituer, et surtout que ce soit le parti en fait qui soit à la tête de la direction stratégique de tout ça, pour éviter de simplement laisser le mouvement un peu à lui-même et rester dans l'économisme, les luttes spontanées, etc., qui petit à petit permettraient de victoire en victoire permettrait d'augmenter simplement la conscience de classe en additionnant toutes les luttes. Donc ouais, je pense que mettre ça en avant, mettre en avant la forme parti, c'est une tâche qui me semble importante en tant que communiste. Ouais, c'est marrant, tu viens de dire, tu viens de parler des conceptions on va augmenter les gens qui disent, on va augmenter la conscience de classe et la conscience politique de victoire en victoire. C'est marrant parce que vraiment, cette idée, je trouve que c'est vraiment une façon un petit peu empiriciste de voir les choses. Alors, je pense pas que non plus que les gens voient ça de manière aussi on va dire grossière, mais je trouve que c'est vachement assez empiriciste, c'est-à-dire vraiment penser que l'expérience de la lutte seule, on va dire, te fait avoir une compréhension idéologique suffisante, ou en tout cas qu'elle pousse jusqu'à que ça éclose. Après, enfin, je veux dire, il y a un peu de vrai là-dedans, dans le sens où, évidemment, la pratique politique, elle met en cohérence des idées, mais il faut quand même avoir la compréhension idéologique et aller chercher et aller lire et aller se former enfin, faut déjà qu'il y ait la base idéologique pour ça, en fait, pour que cette cohérence pour qu'il y ait cette cohérence de mise, quoi. Et je trouve que il y a une forme très empiriciste, en plus qui en plus est dangereuse dans le sens où, comment dire, dans le sens où si tu comptes sur des victoires pour l'augmentation de la lutte des classes, qu'est-ce que tu tires des défaites aussi, tu vois? Genre, dans le cadre où on est, c'est-à-dire dans le cadre où on est, enfin dans la dynamique où on est, dans la lutte des classes, dans les luttes syndicales, dans les luttes sociales, etc., le constat j'allais dire depuis 97 et de la réforme Juppé, mais même ça, c'est pas vraiment une victoire, mais on va dire depuis 40, 50, 60 ans, allez, depuis 40 ans, on perd, quoi. Même dans ces luttes sociales, on perd. Et enfin, je veux dire, l'idée qu'il faudrait commencer à gagner et puis la conscience va commencer à éclore. C'est, euh, moi, je vois surtout des gens qui sont de plus en plus découragés
parce que ils voient même plus l'intérêt à la lutte, quoi. Et ça nous rend totalement, ouais, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que ça rend les masses totalement déprimées et très sensibles à des discours défaitistes et on va dire conservateurs, voire réactionnaires. Moi, ça crée aussi, je pense, cette idée-là, comme ça fait, j'aime pas le dire, dire comme ça, mais comme ça fait plus rêver parce qu'on gagne même plus. Au final, on devient enfin, ça crée aussi des prolétaires de droite, quoi, d'une certaine manière. Et enfin, je sais pas, je trouve quand même le corollaire à ça est vraiment même dangereux par rapport à la stratégie. Alors que si on a une organisation qui est capable de ne pas raconter d'histoire mais de se renforcer et d'être dans les luttes et dans les luttes de manière à les utiliser comme des préparations enfin comme des préparations comme des renforcements, on va dire, mais des renforcements dans la lutte pour la révolution, bah déjà, je pense qu'on amasse beaucoup plus autour de nous dans ces conditions-là. Voilà, enfin, je sais pas moi, quand il y avait la réforme des retraites, enfin, il y avait je pense que dès le début, on pouvait voir qu'il y avait beaucoup de chances que ça passe pas, quoi. Enfin, qu'on n'arrive pas à la bloquer. Moi, le rôle d'un parti communiste dans ce cadre-là, ça aurait été aussi un parti communiste bien organisé avec un travail déjà de fond enclenché. Bah, ça aurait été un moment d'éducation populaire, d'une façon de lier l'expérience sensible des masses et des gens opprimés par le salariat généralisé, de faire le lien avec un fonctionnement plus global. Là, je le dis de manière schématique, mais si on a une organisation qui est solide et tient toujours le même discours, bah, peut-être qu'on va pas massifier tout de suite, avoir plein de gens tout de suite. Alors, je pense pas que ça arrive tout de suite comme ça, quoi, mais on lutte aussi d'une certaine manière contre, on va dire, le défaitisme et la vision et un peu le dooming politique et la montée de la réaction en parallèle, quoi. Et donc, voilà, c'était juste pour réagir un petit peu à ce commentaire que tu as fait sur le fait que il y a ouais, les gens ils disent ouais, de victoire en victoire. Ouais, parce qu'en plus, il y a des victoires, il y a des défaites sociales, il y a des victoires sociales que tu peux avoir dans une lutte sociale que tu peux avoir pour des raisons qui ne tiennent pas vraiment à ton travail militant ou peut-être de manière secondaire. Moi, j'ai envie de mentionner un petit peu le retrait du CPE que beaucoup, pour ceux qui s'en souviennent, le CPE, ils s'en souviennent pas plutôt. Le CPE, c'était le contrat première embauche qui était proposé par De Villepin en 2005 ou en 2006. 2006. Et 2006, ouais. Et en gros, certes, il y a eu beaucoup de manifestations et le projet a été retiré. Et beaucoup s'est présenté comme une victoire. Bon, déjà, c'est une victoire, c'est pas vraiment une victoire, c'est un truc défensif, mais même ce retrait-là, en réalité, c'est une victoire un petit peu parce que en fait Sarkozy voulait buter De Villepin à la présidentielle, dans la course à la présidentielle dans son parti. Donc, enfin, c'est principalement ça la raison, quoi. C'est une histoire de boutique à l'UMP qui était en bonne position pour garder le pouvoir, quoi, prochaine présidentielle. Donc, il y a des victoires qui sont gagnées pour des raisons qui sont pas liées à notre lutte. Il y a des défaites qui sont liées, il y a des défaites dans les luttes sociales, beaucoup de ces dernières années d'ailleurs, qui sont perdues et qui sont pas du tout liées au fait enfin, en tout cas, ne sont pas du fait qu'on n'a pas été, entre guillemets, assez combatif ou pas assez ça, mais juste parce qu'en fait, on a. Enfin, c'est parce qu'on n'a pas les forces, etc., mais qui est pas du fait du nombre, quoi, de l'absence de nombre. Je pense que même les victoires qu'on peut obtenir et les défaites qu'on obtient, elles disent pas très rarement beaucoup sur sur notre capacité, enfin, on tire pas tant de renforcement politique qu'on semble croire des victoires dans les luttes sociales. Voilà. Donc, bon, sinon, si vous n'êtes pas convaincu ou si vous avez des critiques à faire là-dessus, moi perso, je vous invite à le dire en Moi, commentaire. j'aimerais. Moi, j'aimerais. Etc. Ah, oui, vas-y. Ouais, j'aimerais juste dire un truc. Je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut mettre en avant. C'est la question, je pense, de la question de la massification et tout machin, qui est une question qui
que je vois souvent dans les discussions, que j'ai pu entendre dans plein de partis, plein d'organisations, à l'extrême gauche et tout, que ce soit, enfin, je pense principalement à l'URC, vu que je discute avec des gens qui sont à l'URC et tout, pas mal ces discussions-là qui sont en avant, c'est des questions même générales de ouais, comment est-ce qu'on fait pour massifier et tout. Moi, je pense il faut se dire, dans un premier temps, pour la reconstitution du Parti communiste, il faut se dire que pendant un moment, peut-être même pendant un long moment, ça va être un noyau qui va se constituer et qui va reconstituer le parti et qui, une fois qu'il sera reconstitué, pourra mener sa politique. Moi, je pense que c'est illusoire de penser, enfin, comment dire, de se dire, comme ça, du jour au lendemain, on va réussir à massifier, à avoir des tonnes de personnes et tout machin qui vont venir du jour au lendemain. Je pense que ça peut enclencher une dynamique, mais le fait d'acter la reconstitution du parti, à mon avis, comment dire, cette reconstitution, elle se fait, pour le dire un peu schématiquement, elle se fait de haut en bas et pas tellement de bas en haut. C'est plutôt comme ça que je le vois. Alors je sais que il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a plein de conceptions qui s'affrontent là-dessus. Qui s'affrontent et tout en disant non non il faut que ça émerge par le bas, uniquement par le bas, c'est ce truc là, mais la question qui reste à savoir c'est ouais, combien de temps attendre jusqu'à ce que il y ait cette émergence là qui se fasse. Et moi ma position c'est plutôt de dire que voilà, on a la nécessité, il y a une nécessité de reconstituer ce parti, et que oui, pendant un moment donné, on sera pas 5 000, 6 000, 10 000, 15 000, que ça va venir petit à petit, mais c'est justement parce que on sera capable déjà d'avoir d'un noyau de cadres, de militants, qui soit capable d'intervenir là où il faut, de bien mesurer, de bien calibrer le degré d'intervention, des luttes à prioriser, et de pas retomber dans comment dire, les trucs de cercle militant et tout, etc. Et moi je pense qu'il faut pas chercher, il faudra pas chercher à, comment dire, à mettre la charrue avant les bœufs et tout de suite vouloir l'impossible. Je pense qu'on a un niveau là, comment dire, je dirais la conscience du possible, je dirais pas qu'elle est basse, mais je veux dire, faut pas non plus la surestimer. Donc aujourd'hui, il faut aussi voir voir ce qui est possible. Et ce qui est possible actuellement, oui, à mon avis, c'est vraiment que y ait des noyaux, des cadres, etc., qui se forment, qui puissent se former entre eux de manière théorique et pratique, et qu'une fois cette base soit solide, qu'on puisse lancer comment dire, une véritable politique en destination des masses, etc. Parce que sinon ça va se casser la gueule. Ça va être trop contradictoire. Va y avoir ça va vouloir se disperser, ça va vouloir attirer du monde. Va pas y avoir de formation, de trucs dans le genre. Donc ça va faire venir des gens qui, on sait pas s'ils vont être membres, s'ils vont être pas membres, et sans trop savoir ce qu'ils font forcément là et tout. Donc je pense que vraiment ce qui est important, ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est vraiment la question de comment et de quelle façon on forme des cadres, comment est-ce que ce noyau de cadre ensuite peut développer sa politique, et que cette politique-là en fait touche touche le plus les masses. Moi, c'est un point qui me semble important, de se dire que ça va pas être simple. C'est pas simplement parce qu'on va dire on va reconstituer le vrai parti communiste que tout de suite il y a des gens qui vont venir à l'appel, toquer à la porte pour dire ah, moi je suis intéressé. Non, je pense que ça va se faire petit à petit. Il y a peut-être même possibilité qu'il y ait plusieurs organisations, comme ça a déjà été le cas par le passé, qui se revendiquent vouloir être le parti communiste en France, etc. Mais voilà, il faut se dire qu'on va on va mener une lutte qui va être longue, mais et ça faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut pas s'imaginer des victoires trop simples. Et imaginer que demain on va tout de suite massifier, être des milliers, etc. Ça va être dur, ça va être compliqué. Ouais, bah, surtout que, comme je disais, numériquement, on part en majorité, mais numériquement potentiel sur le long terme, on est sans doute ultra majoritaire, mais dans les faits, subjectivement, on part à 1 contre 2 millions, quoi. Enfin, c'est assez délirant, hein, comment on est minoritaire, quoi.
Donc oui, oui, bah, penser la massification maintenant, ça me paraît très, 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 très excessif pour dire le moins. Bien sûr, faut pas non plus rester, comme tu as dit, faut pas rester une petite, faut pas rester trois pendant 10 ans, évidemment. Si on reste trois pendant 10 ans, ça veut dire qu'on va nulle part. Mais néanmoins, faut pas croire non plus qu'on va toucher, je sais pas, 100 000 personnes au bout de 6 mois. Comme tu as dit, la conscience possible, elle est probablement pas à ce niveau, au niveau de parler de révolution en France. Et déjà pour plein de raisons, comme j'ai déjà évoqué avant, parce que la défaite, elle est, parce que, enfin, comment le défaitisme est fort pour des raisons de défaite, on va dire. Politiques successives, mais aussi parce que, sans être trop tiers-mondiste, on reste quand même un pays impérialiste fort, malgré notre relative baisse. Et bon, il y a des gains qui sont liés à cet impérialisme. Voilà, ça aussi, ça influence, ça aussi, ça influence la conscience révolutionnaire maximum, la conscience révolutionnaire possible des masses prolétaires. Et même numériquement, le nombre de personnes qui vont être intéressées par un discours qui est radicalement en rupture avec ce qui existe déjà, quoi. Voilà, la massification, c'est pas le sujet, je pense, à l'heure actuelle. Ça me paraît compliqué. Ce qui est, à mon avis, le sujet, c'est vraiment de construire une compréhension du monde, pas essayer de recruter, mais sur la base de gens intéressés, quoi, par comprendre le monde et comprendre l'idéologie marxisme, le marxisme, comprendre comment les révolutions se sont faites ces 150-200 dernières années, et voilà, travailler, commencer à développer une pratique à partir de ça, commencer à développer un embryon de parti à partir de ça. Moi, c'est à mon avis plus ça qui avec les gens qui sont là et qui sont vraiment intéressés. Et voilà, ça c'est principal à mon avis dans la période qui nous occupe, quoi. C'est vraiment absolument principal. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher des gens intéressés à recruter, voilà, proposer. Moi, mais je pense que c'est entre guillemets secondaire. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais c'est un peu secondaire, quoi. Si on peut le faire et que c'est pertinent, il faut le faire. Mais à l'heure actuelle, c'est secondaire. Et puis même les gens qui pourraient être intéressés, mais qui sont un peu bof, bof, ouais, moi je suis un peu d'accord avec ce que vous faites, mais ou, la théorie, ça me fait chier, ou des choses comme ça. Ouais, j'aime bien discuter un peu politique à l'arrache. Je dis pas qu'il faut pas leur parler ou pas les intégrer dans le mouvement, pas du tout. Même à niveau à faible niveau, j'arrive pas à parler. Mais enfin dans ces conditions, enfin moi je pense que c'est sur ce genre de profil, faut pas non plus aller les chercher ou être activement, quoi. Si on tombe dessus, déjà faut aussi réfléchir à comment les intégrer par rapport à notre force de maintenant. Moi je pense que ça peut se faire, mais qu'il faut pas non plus surestimer nos capacités à organiser les gens. Puis voilà, quoi. Mais c'est surtout vraiment construire un travail militant, intellectuel et qui nous rend capable de déterminer une pratique, enfin de déterminer une pratique et de déterminer des mots d'ordre et de donner des tâches à des gens déjà entre nous, quoi, qui devraient plutôt nous obséder, quoi. Et voilà. Et comme tu l'as dit, il y a plusieurs il y a plusieurs organisations qui prétendent reconstruire le Parti communiste. Moi, je dis, tant mieux. Et j'ai envie de dire, plutôt rentrer en polémique avec les uns les autres et laisser le réel trancher, parfois, tout simplement. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, une ligne juste, une ligne qui est cohérente, même si elle reste marginale et ultra minoritaire pendant longtemps, elle maintient un cap en général qui fait qu'elle tient, quoi. Et elle plie beaucoup sans rompre. Et puis au bout d'un moment, elle finit par trouver. Les conditions font qu'il y a une rupture qui l'a fait emporter. Et c'est à nous aussi de s'organiser pour être
pour être cette organisation-là, enfin pour construire cette organisation-là et ce parti-là, quoi, qui le fait. Moi, je crois que déjà on a avec cette interrogation, on est déjà plus loin dans le comment, parce on a largement dépassé le pourquoi. Je pense qu'on peut déjà, on peut se poser la question entre nous de qu'est-ce qui est absolument à éviter. On a déjà un peu parlé donc on a parlé de ne pas penser la massification à ce moment-là et pas penser bêtement numériquement. Moi, dans les écueils que je pense qu'il faut éviter dans la construction du Parti communiste, ça va être le fait d'enjamber ou de contourner ou de ne pas adresser, de manière ou d'une autre, hein, de ne pas adresser la question de la violence révolutionnaire à la hauteur qu'elle est nécessaire. Parce que moi, je vois souvent des organisations à l'extrême, enfin la plupart des organisations à l'extrême gauche peuvent parler enfin c'est pas des babacools ou des hippies qui disent ouais la violence c'est mal, il faut se reconnecter avec la terre, tout ça. Enfin ça existe, mais en vrai c'est très minoritaire à l'extrême gauche. Et donc la plupart vont être capables de dire ouais la violence il y a une nécessité et tout ça, mais moi, ma connaissance, et je pense que je connais un peu l'extrême gauche française, et toi aussi, personne ne parle de stratégie pour comment orienter cette violence, ou alors très peu parlent vraiment de stratégie pour orienter cette violence de manière pertinente et de manière politiquement bien dirigée. Et souvent ça va pas être fait de manière en disant non, non, c'est pas bien la violence, quasiment jamais. Ça veut dire non, ça peut être pertinent parfois, mais d'autres pas. Je pense que c'est l'UCL qui avait fait un article en mode selon les contextes, peut-être bien que. Enfin, un truc un peu normand, quoi. Bon, ou alors ça veut dire oui. Ou alors maintenant enfin la violence ça va être une révolution, ça va être nécessaire, mais pour l'instant c'est pas nécessaire. Pour l'instant on n'en est pas là. Alors moi, pour le coup, je pense que justement, il faut être capable de déterminer une stratégie qui sache en fait organiser la violence révolutionnaire. Et je pense que le Parti communiste, si elle ne fait, s'il n'a pas cette ligne-là, cette ligne que je vais oser appeler ligne militaire, parce que c'est comme ça, hein, quitte à être gonzaliste, on va aller jusqu'au bout. S'il n'y a pas une ligne militaire et qui est assez disciplinée là-dessus, bon, on va se faire défoncer. Hein, je veux dire, on sera incapable de gagner. On sera incapable même de se maintenir même de se développer en tant que parti révolutionnaire, parti communiste révolutionnaire. Enfin, je parle pas de l'organe réel, qui s'appelle réellement Parti communiste révolutionnaire, mais tu m'as compris. Et ça, j'ai un peu envie d'orienter moi en rentrant dans cet enregistrement. Voulais surtout aller sur ce point. Je voulais aussi aller sur ce point-là. Vraiment, ne pas enjamber la question de la violence révolutionnaire par de la rhétorique qui fait semblant de l'accepter sans vouloir l'assumer. Quoi. Donc, j'ai bien envie d'avoir ton retour là-dessus. Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est une question qui est. Je pense que c'est une question qui est enjambée. C'est une question qui est enjambée ou qui est rejetée au calendrier grec un peu ces questions de stratégie, enfin, ce que j'appellerais la stratégie politico-militaire que doit avoir une organisation et un parti communiste. Mais je pense que tu vois, ça vient aussi du fait que on est quand même coincé entre, j'ai envie de dire, entre réforme, enfin toujours un peu entre réforme et révolution. Et le fait qu'il y ait plus de comment dire, de discours et de pratiques qui portent une rupture radicale. Comment dire, pose un problème, je dirais. Je sais pas trop comment le formuler d'une bonne manière, mais c'est un peu le problème puisque on n'est plus capable d'imposer une ligne et de montrer en fait ce que c'est une ligne communiste, etc. On se retrouve un peu coincé à être la deuxième ligne ou troisième ligne de l'aile gauche de la social-démocratie, du réformisme ou de LFI et ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve un peu coincé là-dedans à vouloir pousser un peu LFI en disant il y a peut-être des bons éléments à l'intérieur, mais d'un autre côté on se tire un peu une balle dans le pied en se disant qu'il faut quand même
bâtisse notre parti pour avoir l'autonomie de notre classe. Et j'ai l'impression que c'est justement parce qu'il y a plus, il y a pas de discours, il y a plus de discours franc et clair qui soit capable de trancher, qui fait on est en retard sur les questions idéologiques de prise de pouvoir, etc. Je veux dire, quand t'écoutes Mélenchon, ce qu'il arrête pas de dire, c'est il faut surtout pas faire, les barricades, il faut surtout pas faire la lutte armée, il faut la révolution citoyenne par les institutions, etc. Machin. Euh, Parce que la lutte armée c'est pas bien, c'est les meilleurs qui partent en premier, et puis ça marche pas, etc., etc. Et du coup, il a de l'espace pour dire ça déjà naturellement, parce que c'est un discours, voilà, je le comprends, il essaye aussi de se présenter comme présidentiable, etc. Et que c'est un discours aussi qui rassure des gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de violence révolutionnaire sous toutes les formes que ce soit. Mais ça montre aussi la perte de perspective qu'on a comment dire, de prise de pouvoir. Je veux dire, aujourd'hui, le Parti communiste, de toute façon, le Parti communiste français ne cherche pas à prendre le pouvoir pour la classe ouvrière, mais cherche davantage à reconfigurer, redéfinir ce que pourrait être une gauche au gouvernement, qui mette enfin, truc habituel, quoi. Pas l'humain d'abord, mais bon, on se comprend, quoi. Ce genre de choses, quoi. Et, euh, et d'un autre côté, ouais, il y a une espèce de... Si, enfin, il y a des espèces d'appels insurrectionnalistes qui ont pu exister il y a... Ouais, peut-être une dizaine d'années entre la loi travail et... je sais pas, le début des années 2020, là, avec toute la galaxie du Midi, les Toto, etc., qui étaient en mode genre... l'insurrection qui vient, le cortège de tête et tout machin, le zbeul partout, etc. Et au final, au final, ce qui a triomphé, ouais, c'est cette ligne d'attentiste, machin, de dire ouais, on n'a pas de possibilité de gagner via la violence révolutionnaire, donc le mieux qui nous reste, c'est de serrer les fesses très fort, d'espérer que le fascisme arrive pas trop vite, et peut-être que lorsqu'il y aura le fascisme, là, on pourra réellement penser à se défendre. Mais là, enfin, je veux dire, là, ce sera trop tard. Hein, je veux dire, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra se dire, ah tiens, ce serait bien de se défendre, quoi. Donc ouais, je pense que remettre en avant, dans le processus de reconstitution du parti, hein, la question politico-militaire, et pour nous, maoïstes, la question de la guerre populaire prolongée dans un pays impérialiste est une question fondamentale. Hein. Lénine le disait, hein, sans le pouvoir, tout est illusion. Donc je pense qu'à partir de là, il faut réfléchir aux moyens de pouvoir atteindre cet objectif, quoi. Et arrêter de le repousser ou dire on verra à un autre moment, quand les masses seront prêtes, etc., qu'il y aura telle ou telle chose. Bah tu vois, par exemple, un truc tout con, tu vois, tout le monde fantasme, et a raison, tu vois, un peu sur les manifs des Gilets jaunes en 2018, là, lorsqu'il y avait eu, c'était le troisième ou le quatrième acte, je sais jamais, quand il y a eu la bataille autour de l'Arc de Triomphe, tu vois. Moi, ma take, ce serait de dire, tu vois, à cette époque-là, s'il y avait une organisation, un truc un peu fort, etc., qui était capable de donner une direction et d'avoir une stratégie propre, ouais, je pense que Macron serait peut-être cassé en hélicoptère, tu vois, ou il serait fait choper avant. C'est une uchronie, évidemment. Mais je veux dire, tu vois, à mon avis, il manque... On voit très bien qu'il manque, dans ce genre de situation, il manque jamais... il manque jamais grand-chose. Et ce qui a toujours fait comment dire, la grandeur ou autre des révolutions, c'est toujours qu'en fait l'appareil politique et l'appareil militaire a toujours été là, a toujours formé des cadres, des machins, des gens qui étaient spécialisés là-dedans et qui, en voyant la situation se profiler, pouvaient se dire allez, c'est le moment de déclencher l'insurrection, etc., et de partir à l'assaut. Hein. Mais bref, donc ouais, je pense que c'est important, mais ça, je pense que c'est des questions théoriques et tout des questions théoriques et pratiques qu'il va falloir se forger en lien de manière plus générale avec qu'est-ce que c'est aujourd'hui en France en 2026 la prise du pouvoir, quoi. Quelle modalité, qu'est-ce que ça veut dire, sur quoi on peut s'appuyer, sur quelle base, sur quelle couche sociale. C'est des questions, à mon avis, c'est des questions très importantes
qui comme dit, qui sont renvoyés au calendrier grec où on considère que c'est pas encore le bon moment parce que l'immédiateté des choses fait que tu comprends. Si on fait un truc comme ça, les masses vont pas comprendre, etc. Mais bref, tu vois, c'est un cercle sans fin parce que tu considères que c'est pas le moment et puis machin, et puis faudra en parler. Ah non, tu comprends, c'est toujours pas le bon moment. Donc en fait, on fait que tourner la question sur elle-même sans réussir comment dire, à la traiter convenablement. Et puis la façon de considérer que c'est pas le bon moment et qu'on le fera quand. T'as dit quand il y aura le fascisme, alors c'est d'autant plus drôle, mais bon, parce que bon, la force qu'on aura sous le fascisme. Enfin, commencer à résister sous le fascisme comme ça, il y a un côté un peu messianique. Ouais, quand il y aura la nécessité, bah, on saura quoi faire, quoi. Genre, bah, non, les gens se rendent pas compte qu'en fait, l'organisation militaire, je vois pas d'autre terme, hein, mais l'organisation militaire, ça demande un niveau d'organisation justement qui est quand même très élevé et bah, ça vaut le coup en fait de déjà être capable de faire des trucs quoi. Je vois déjà être capable de faire des actions, de faire des actions violentes, de savoir organiser la violence, organiser de la résistance armée. Quand je dis armée, ça peut être ça pas forcément avec des flingues, mais juste avoir savoir déjà accumuler cette expérience, être capable d'être une force contre laquelle qui inquiète la bourgeoisie, qui inquiète le pouvoir en place, et d'être capable de quand même esquiver, d'avoir des plans, etc., de protéger les camarades qui s'y adonneront. Moi, je dis pas que tous les camarades vont s'y adonner. Je pense que dans une certaine mesure, tous les gens qui font partie du parti, et même des organes, on va dire, proches autour du parti devraient un minimum savoir se défendre, peu importe leurs conditions physiques d'ailleurs en réalité, d'avoir au moins des minimums leurs conditions physiques, leur genre, tout ce que vous voulez, parce que bah, la répression, ça servira toujours en termes de répression. Maintenant, et du coup, bah, ça demande déjà de savoir un peu s'organiser à faible niveau. On passe pas de on se passe pas de 0 à 1000 comme ça, quoi. Ça me paraît lunaire de penser qu'on va faire. Ouais, on va gérer la violence, t'inquiète, tu vois, genre quand ça sera en plus le plus dur à organiser, quoi. Donc, c'est délirant. Bon, voilà, c'est surtout ça, quoi. Après, une autre question sur la violence, l'organisation de la violence aussi. J'ai un peu, je viens un peu de le dire, mais c'est bien d'approfondir un peu. C'est que bah, ça nécessite de savoir s'organiser ce que je disais, protéger les camarades qui vont être recherchés, comment organiser, j'ai dit les planques, etc. Parce qu'en réalité, là, on a une période où vraiment la violence politique de notre part, enfin la violence révolutionnaire, la violence politique justement, elle est faible, elle est très très faible en réalité, quoi. Au point que, voilà, quand on a vu Luigi Mangione buter le PDG, on était tous super contents, et à raison à mon avis. Mais au final, c'est un truc, à une époque, dans les années 60, 70, bon, bah 80 même là, pour parler de Rouillon, c'est la violence révolutionnaire, elle était déjà, c'était déjà dans un mot d'ordre, quoi. Même si justement, bah, ce qui manquait à l'époque, bah, ce qui manque toujours aujourd'hui, c'est d'avoir justement cette organisation qui permette d'infliger cette violence et de protéger celui qui l'inflige, en fait. Ça, c'est un truc qui manque. Parce que mon Rouillon, le pauvre Rouillon, il n'arrête pas de retourner en tôle quand même, hein, dès qu'il respire un peu trop fort, hein. À plus de 70 ans en plus. Bref. Mais ça, c'est pour ça que moi je dis ça surtout parce qu'il faut aussi, évidemment c'est pas d'actualité maintenant, mais il faut aussi éviter l'idée qu'il faille faire de la violence comme ça ou de faire juste des actions éclats et bah déjà sans continuité, ça c'est nul, mais même juste pour un petit peu pour se montrer, pour que ça fasse parler de nous, c'est un peu inutile. Faut aussi que la violence, et ça c'est ce que disait Mao, hein, le parti commande au fusil, faut que la violence, c'est-à-dire que la violence, elle doit servir des buts révolutionnaires et des buts tactiques, voire stratégiques précis à chaque fois, quoi. Et pas être juste Donc, c'est aussi le corollaire, en fait, des gens qui parlent de violence, qui veulent enjamber la violence révolutionnaire. Bah, et là, on en voit moins maintenant. On a déjà parlé des cortèges de tête, mais des sbelistes, mais c'était un peu ça, quoi. C'était, bah, on fait des actions choc un petit peu, on brûle des poubelles,
on envoie des trucs sur la gueule des flics. Enfin, je sais pas, quoi. On affronte les flics, mais au final, bon, c'est un petit show pour le moment, hein, l'espace d'un instant. Et puis, bon, après, ça correspond pas à une logique politique, une logique tactique, on va dire politique, peut-être, si, je pense, mais ça n'a pas une logique tactique, encore moins stratégique, très, très bien définie, quoi. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'organisation, quoi. Il n'y a pas de vraie organisation, organisation au sens, voilà, groupe organisé, mais aussi non pas vraiment d'organisation stratégique, organisation de manière, dans le fait d'être organisé entre nous, quoi, derrière, quoi, qui mène tout ça. Donc, à mon avis, c'est aussi ça que le Parti communiste doit vraiment être capable de reconstruire. Et encore une fois, ça va être ça ne peut qu'être embryonnaire, hein, dès le début. Hein, mais il faut déjà se poser la question, quoi. Il faut déjà être capable de se poser la question, de tester ce qu'on peut faire, de suffisamment bien même là, hein, même si on, je sais pas, mettons qu'on soit 20 dans une ville, à faire un petit groupe comme ça, et qu'on ait ce but, je dis vraiment, j'en sais rien moi, mais et que on peut analyser le fait qu'il y ait, je sais pas, j'en sais rien moi, un patron salaud tiens, pour parler d'un truc, pour parler d'un truc, ça me fait penser à un truc. Il y avait eu un patron qui avait viré une femme enceinte, alors qu'elle était c'était en Grèce, de manière, enfin, dégueulasse. Alors c'était des anarchistes là, et ils étaient venus, ils étaient venus enfin, les mecs, ils étaient venus cagouler, et ils l'avaient intimidé de manière très prononcée, quoi. Bon, bah. Moi, c'est le genre de truc même en termes, on va dire, d'embryon, d'organisation, de parti et tout ça, c'est spéculatif encore, hein, mais c'est probablement les premiers trucs d'organisation de violence révolutionnaire qu'on pourrait mettre en place, quoi. Je pense que c'est pas si loin de ce qu'on va être en mesure de faire enfin, pour moi, dans un futur proche, on sera déjà capable de faire ce genre de choses et sans risquer ou en tout cas, il y a toujours un risque, mais en ayant de quoi protéger les camarades qui le feraient, quoi. Donc voilà, c'est faire en sorte que la violence soit au service de la politique et de la ligne politique. Et voilà. Voilà. Quel autre aspect maintenant aborder sur la question de la reconstruction du parti communiste? À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur la violence. Non, non, mais sur la question de la violence, on est d'accord, mais même au-delà de ça, tu vois, ça pose aussi tu vois, des tas de questions qui se poseront en termes de. Après, tu vois, ça pose la question de, comment dire, la question du parti pose aussi la question à terme de, aussi la question du front uni, tu vois. Comment est-ce que, une fois que le parti sera reconstitué, comment est-ce qu'on arrive à se développer développer sa politique dans la société, d'arriver à organiser des secteurs couches sociales, etc., qui seraient intéressés par la révolution sans forcément vouloir rentrer dans le parti. Et ça peut être aussi intéressant après sur la question, tu vois, la question de la violence, etc., finalement, le front doit aussi servir doit aussi servir, tu vois, de lieu et d'organisation, etc., où on a des personnes de confiance, où si jamais les choses vont mal, on est capable de disparaître, tu vois. Ces questions-là vont avec la question de la violence, hein, c'est que la question de la clandestinité, etc. C'est qui vont aussi se poser. Mais je pense qu'il faut pas tomber tout de suite dans le culte dans le culte du secret, etc. Je pense que c'est des choses qu'on a déjà discuté. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, en fait, à travers la reconstruction du parti, c'est d'avoir une intervention communiste au sein de la classe. Et pour avoir une intervention communiste, il faut que cette intervention soit la plus ouverte et la plus visible possible. Il faut que les personnes soient connues ou reconnues comme étant communistes, organisateurs, etc., qui soient dans une boîte, qui soient syndiqués ou pas, mais en tout cas qui soient reconnus comme étant militants communistes. Et c'est aussi comme ça que l'influence du parti et de sa ligne va pouvoir se développer. Donc tu vois, il y a aussi, ça rentre avec la discussion qu'on avait sur la reconstitution et le fait que je pense que
la tâche qui va réellement se poser, c'est la tâche de formation des cadres. Former des cadres, être capable, qui soient capables de pouvoir ensuite agir, militer, constituer des noyaux communistes, etc. un peu partout. C'est une question qui me paraît, aussi d'une grande importance, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu perdu de vue ce que ça veut dire une formation et qu'est-ce que ça veut, enfin une formation politique solide et qu'est-ce que ça veut dire être cadre aussi, quelle responsabilité ça implique. Donc en fait comment dire le champ d'application il est absolument vaste. Il y a un chantier qui est absolument énorme à devoir à devoir remettre sur les rails. Et pour y parvenir, ouais, il va falloir du temps, il va falloir de la patience. Euh, il va falloir être solide sur ce qu'on revendique, sur ce qu'on souhaite, et pas se faire, et pas se faire déborder, et pas tomber dans des excès à la fois, à la fois gauchistes ou trop droitiers. Et je pense que là, il faut regarder un peu l'histoire des organisations qui sont sorties du PCF et à l'époque se sont revendiquées comme voulant être le successeur du Parti communiste en France. Et je pense il faut analyser cette histoire-là. Il faut l'avoir en tête, voir ce qui a été positif, voir ce qui a été, ce qu'on peut garder, ce qu'on doit rejeter, l'expérience positive, l'expérience négative, et faire un bilan. Faire un bilan de tout ça, on en a aussi, je pense, on en a aussi besoin dans notre vision, compréhension, pour éviter de reproduire trop d'erreurs, d'être trop mécaniste, parce que ça va. Parce qu'une fois, imaginons que la reconstitution du parti soit faite, là, il va falloir après prioriser les axes de lutte, les axes d'intervention, ce qui paraît être le plus important. Et je pense que là, ce qui va être le plus déterminant dans les prochaines années, ça va être les questions de l'autonomie de la classe, la question de la lutte anti-impérialiste, la place de la France dans le système impérialiste, les rivalités inter-impérialistes, etc. vont jouer un rôle aussi extrêmement important. Donc ça risque d'occuper pas mal d'espace. Et donc faut réfléchir à un programme d'unité d'action qui permette d'avancer sur ces thématiques-là, quoi. La question des cadres est vraiment super importante parce que il s'agit d'organiser les gens, d'organiser la classe. Et on peut se dire que en gros on va voir le monde entier, enfin tous les opprimés vont être de notre côté d'un seul coup parce que la conscience va se répandre, voilà. Mais la réalité c'est qu'il y a toujours, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'un parti. Hein. Je sais pas si on a vraiment mentionné, mais enfin enfin si on l'a mentionné quand on parlait de lutte idéologique, etc. Comment dire, la classe, les êtres humains en général, ils n'ont pas une compréhension idéologique ou une compréhension du monde, on va dire, qui est le reflet de leur situation objective, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout, l'expérience, c'est pas comme ça. Et pour ça, d'ailleurs, je n'avais pas rebondi là-dessus, mais c'est pour ça d'ailleurs que du haut vers le bas, ça a du sens parce que faut bien passer par la médiation de l'abstraction, de l'abstraction et de l'analyse, c'est-à-dire de l'analyse de la société pour arriver à la faire résonner au concret, aux pratiques sociales, aux pratiques de production qui font que les gens sont opprimés, sont opprimés, exploités, etc. Mais comment, etc. Et les cadres, en fait, dans ce cadre-là, justement, ils ont vraiment cette fonction, de donner de répandre la direction, dans la direction qui est objectivement meilleure, en tout cas la direction analysée comme juste, on va dire, dans les masses, parce que justement cette direction-là, elle peut pas être prise spontanément. En tout cas, moi, je ne crois pas, absolument pas à ça.
elle ne peut pas être prise spontanément par les masses elles-mêmes, fût-ce dans un mouvement social très fort et même très orienté, on va dire, à gauche, quoi. Ou même orienté, orienté pour le peuple, etc., comme on a pu voir pour les Gilets jaunes, que moi j'ai trouvé excellent, hein, comme mouvement sur plein d'aspects, mais comme tu l'as dit, il y avait aucun cadre, on disait, il y avait aucun, t'avais dit, il n'y avait pas de parti pour donner une ligne, et de toute façon, il n'y avait pas de cadre, et il n'y avait pas de cadre pour, enfin, il y avait il y avait plein de partis et tout ça qui diraient qu'il faudra faire ceci, cela, on pourra dire. Quelle ligne il y aurait plus on pourra discuter des lignes qui donnaient. Mais de toute façon, ils n'avaient pas de cadre reconnu dans les masses pour aller, pour diriger le mouvement dans le bon sens, quoi. Et les cadres, c'est vraiment le relais de tout ça. Et c'est aussi, c'est pas juste un relais autoritaire, si j'ose dire, pour un petit peu faire un petit clin d'œil à certaines personnes qui pourraient avoir enfin, qui ont, je sais, des oppositions franches à l'extrême gauche contre les conceptions que je suis en train de développer là, qu'on est tous les deux en train de développer. Mais c'est aussi des jeux. Ils font pas que donner la ligne, ils l'expliquent et ils élèvent le niveau de conscience, on va dire, concrètement, avec de l'éducation, avec une éducation militante permanente et qui s'adapte en permanence à l'interlocuteur, etc., etc. Il ne s'agit pas de faire les évangélistes avec le petit livre rouge, mais de fait, quand tu parles politique dans ces mouvements sociaux, dans ces moments chauds de la lutte des classes, bah, tu fais de l'éducation, en fait. Tu fais de l'éducation militante. Et c'est aussi ça le rôle du cadre, quoi. Donc, et comme tu l'as dit, là, c'est vraiment, enfin, construire des cadres, enfin, former des cadres, c'est ultra important aussi parce que en fait, bah, il y aura forcément des gens qui vont graviter si on fait bien notre taf et qu'on se développe, on va dire bien. Il y a forcément des gens qui vont être intéressés, qui vont avoir une sensibilité qui va se rapprocher de la nôtre, on va dire même de manière un peu intuitive, on va dire, ou juste parce qu'il y a une expérience sensible qui l'amène vers ça, quoi, mais qui vont avoir des visions, on va dire, un petit peu lacunaires, peut-être des conceptions un petit peu réactionnaires sur certains aspects ou conservatrices ou opportunistes, je sais pas. Mais justement, le rôle des cadres, c'est aussi de pouvoir intégrer ces personnes font quand même l'effort, enfin pas l'effort, mais qui s'engagent, qui se tournent vers nous et d'être capable de les intégrer de les intégrer à la lutte, d'en tirer le meilleur et de les élever. Et c'est ça, en fait, c'est aussi le rôle du parti et des cadres aussi, quoi. Et ouais, c'est un travail de longue haleine. Et bah voilà, moi, c'est pour ça que moi, je défends beaucoup cette idée que là, d'un point de vue organisationnel, de structure organisationnelle pure, je pense qu'il faut être capable, sans faire du frontisme, mais d'être capable de développer des organisations autour du parti qui répondent à ce besoin à chaque fois enfin, qui donnent un débouché, si tu veux, à des personnes qui vont avoir des compréhensions un petit peu confuses, enfin, ou qui auront des niveaux de confusion plus ou moins grands par rapport, qui vont, en tout cas, qui vont dans la bonne direction de notre point de vue. Et Lénine, il parlait même de faire, je sais pas si c'était une infinité, en plus c'est de la traduction, donc voilà, mais une infinité d'organisations, des organisations pour des gens qui sont 10% communistes, des gens qui sont 20% communistes, des gens qui sont 30% communistes. Enfin, il disait ça un peu de manière schématique, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'avoir en tout cas des débouchés liés à nous, ou en tout cas qui sont capables, où il y a des cadres dans lesquels se trouvent des cadres, ou en tout cas des gens liés au parti, oui, des cadres, hein, mais on va dire en tout cas des gens liés au parti, qui sont capables d'infuser la ligne et de faire de l'éducation politique constante auprès de gens qui sont à des niveaux de conscience différenciés, quoi. Et pour moi, évidemment, ça veut pas, faut pas faire
pas faire des organisations, des organisations de front juste pour faire des coquilles vides. Hein. C'est pas le propos. Il faut que ça réponde à des besoins concrets. Mais pour moi, c'est là, enfin même à un niveau assez embryonnaire, en réalité, il faut au moins avoir de quoi accueillir des gens qui vont être un peu entre deux, qui vont être un peu confus, qui vont aller qui vont être plutôt d'accord avec nous, mais qui sont encore très dans la compréhension sensible des choses et qui sont encore un petit peu ambivalents sur plein de choses, quoi. Et puis ça peut se faire ne serait-ce qu'en organisant des temps différents dans l'organisation, quoi. Ou des temps de discussion différenciés, des activités un peu différentes où la question politique elle est abordée un peu de manière différente, je sais pas. Mais en tout cas, même pense, moi, récemment, j'ai eu cette réflexion-là. Je pense que même dès le début, quand on commence à s'organiser ou à faire des petits groupes, il faut déjà être capable de gérer cette disparité quoi, qui est présente. Parce qu'en plus, moi, j'ai dit, on essaye de recruter des gens, même des trucs qui sont intéressés et qui sont déterminés. Et c'est vrai, mais même parmi ces gens, en fait, il y a, il y a des notions qui sont un petit peu. Enfin, moi j'observe dans toutes les expériences que j'ai pu faire et que je peux faire éventuellement encore, que les gens qui peuvent nous rejoindre, on va dire, de temps en temps, nous voir, venir voir, etc., bah, ils ont parfois des notions des compréhensions, des réflexions qui sont juste que nous, on estime être des impasses, mais en même temps, c'est normal parce que, bah, comme tu as dit tout à l'heure, la conscience possible, elle est limitée au point où on en est. Et bah, le parti, je pense il doit toujours en fait être organisé en fonction de ça, quoi. Et ça, avant, j'avais plutôt la tendance à penser que ouais, on va d'abord être entre nous pour comprendre, pour construire une compréhension idéologique forte, et après on va pouvoir la répandre et ça sera bon. Mais en fait, je pense que c'est même un travail de différenciation qui est différenciation en mode différenciation, c'est un terme qu'on utilise en pédagogie pour quand dans une classe on met ceux qui arrivent, qui comprennent bien dans un coin et on leur donne un travail différencié de ceux et on accompagne ceux qui sont en petite difficulté. Bah, il y a un peu ça, je pense, au niveau de la construction du parti, quoi, à mettre en place d'une certaine manière. Et je pense qu'il faut le mettre d'entrée dès qu'on veut s'organiser et se développer. Dès le début, en fait, je crois que c'est un truc. Maintenant, je suis persuadé que c'est dès maintenant, en fait. Voilà, c'est une leçon que j'ai tirée assez récemment, c'est que c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Ouais, je suis ouais. Ouais. Non, non, c'est une réflexion intéressante. De toute façon, je pense que encore une fois, de manière générale, il n'y a pas il y a pas de, comment dire, il y a pas de solution miracle dans le sens où si on veut à la fois former des cadres et à la fois être capable de, tu vois, d'intervenir, etc., et que les gens et que les masses reconnaissent telle ou telle personne comme communiste, il y a aussi une nécessité, tu vois, de reprendre en fait je dirais pas qu'il faut reprendre tout le style de travail, etc., qu'avait le Parti communiste, mais je veux dire, tu vois, il y avait quand même comme une identité, quelque chose, tu vois, qui permettait aux gens de dire ah machin, il est au parti, il est machin, tu vois, c'est un militant, hein, tu vois, il y avait quand même ce côté, il y avait un peu ce côté reconnaissance enfin reconnaissance à la fois se dire ah, tu vois voilà on arrivait clairement à savoir qui était le militant communiste, la manière dont il militait, ce qu'il mettait en avant, ses idées, sa ligne, etc. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler le style de travail style de travail qu'on veut avoir, tu vois. Le style de travail communiste a été très fort dans comment dire, dans notre pays. Et je parle pas simplement de la manière des symboles, de la manière de s'habiller, etc., tu vois. Mais je pense que ça joue aussi le style de travail et la manière dont tu interviens. Ça permet de se dire, ah ok d'accord, voilà comment est-ce qu'ils travaillent, voilà comment est-ce qu'ils sont, voilà comment ils se comportent, voilà comment ils défendent leur ligne politique, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi
comment dire, que les masses vont avoir vis-à-vis de, enfin, ils vont juger beaucoup les communistes là-dessus aussi, tu vois. Je pense que c'est ça aussi, tu vois, sur notre manière de présenter les choses, notre régularité, notre façon de parler aux autres, etc. C'est pour ça, tu vois, que il faut, avant de vouloir faire du LARP et de vouloir se prendre pour des guerrieros péruviens en partant dans la clandestinité, tu vois, il faut déjà que les masses puissent se dire, ok, d'accord, tu vois, moi, j'ai envie si jamais un jour ça va mal, ces gens-là, tu vois, je serais prêt à les cacher dans ma cave, tu vois, ou ce genre de choses, ou du moins à éviter qu'ils se fassent choper, etc., etc., tu vois. Donc, il y a aussi ça, en fait. Il y a le... Il faut, il faut réussir à développer, comme dit, un style de travail, des manières d'intervenir, de présenter la ligne, etc., qui soient impactantes, qui frappent. Parce qu'en plus on le voit, je veux dire, tout le discours qu'il y a dans une grande partie de la gauche institutionnelle, un truc dans le genre qui consiste à dire il faut pas parler trop fort, etc. Il faut être raisonnable et tout machin. Vous savez, les gens ils aiment pas Mélenchon parce qu'il parle fort et tout machin. Moi je reste foncièrement persuadé que c'est avec des discours tranchants et des discours qui refusent un peu les trucs à demi, comment dire, les trucs à demi-mot ou les trucs à mi-chemin, tu vois, qui permettent en fait d'engranger de la sympathie et de se dire ah voilà, ces gens-là, ils ont un discours qui tranche, ils veulent mettre en place un programme politique qui veut trancher avec ça, et il faut renouer avec ça. Il faut éviter les demi-mesures, les trucs dans le genre. Tu peux pas. Je suis désolé, mais encore une fois, je sais qu'on en a discuté dans la vidéo d'avant, mais comment est-ce que tu concilies, quand tu es au Parti communiste, le fait de te revendiquer marxiste-léniniste, de porter une ligne forte de lutte de classe, de dictature du prolétariat, etc., alors que la majorité des discours que porte ton parti, c'est des trucs à base de faut faire l'unité avec la gauche. Enfin, c'est à un moment donné, il va falloir trancher, tu vois, c'est quel objectif on se fixe. Est-ce que notre objectif, c'est simplement de recomposer la gauche du pays et de gouverner dans le cadre de la démocratie bourgeoise, ou est-ce que notre objectif, c'est de dire, voilà, on veut un parti communiste, notre objectif, c'est de rompre radicalement avec cette société-là, voilà le programme qu'on met en avant, voilà notre stratégie politique, et voilà comment est-ce qu'on veut arriver à prendre le pouvoir, etc., etc., tu vois. Et ça, je pense que c'est aussi, comment dire, on a aussi un recul là-dessus, parce que justement, on s'est beaucoup replié sur le folklorisme et sur les discussions entre gauchistes à se balancer des vannes et trucs dans le genre. Mais par contre, après, quand il faut défendre ses idées de manière claire, que ce soit devant des proches, devant les masses, etc., on n'en est plus, on n'arrive plus à être capable, tu vois, d'avoir un discours qui porte. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on réfléchisse dans notre manière d'être, de faire, d'être communiste et notre intervention dans les masses, au moins déjà pour se faire reconnaître, que des gens disent ah voilà, cette personne-là, c'est un militant, nanani, j'aime bien ses idées, il est clair et tout. C'est comme ça qu'on gagne des points. Et donc ouais, encore une fois, la question du style de travail, de la formation, de l'intervention va être très important parce que ça permettra de se démarquer du reste, comment dire, du reste de l'extrême gauche ou même d'autres organisations et de pouvoir faire clairement et très nettement la différence. Je suis totalement d'accord. Et notamment sur la critique que tu émets sur l'entre-soi militant en mode ouais, toi t'es trotskiste, allez, je vais te mettre un coup de pic à glace dans le dos, ça va te faire du bien. Ou à l'inverse, ouais, t'as un style de merde, ta gueule. Ou ouais, ah, lol, Stromstad, c'était trop bien, dire ça. Bref, être dans des anathèmes à des balles. Et au final, souvent, bah, pas dans la politique, bah, moi je te rejoins là-dessus. Complètement, nos idées, elles sont pas du tout défendues. On les défend très mal, voire que. Et au final, très souvent, être maoïste, être marxiste-léniniste, être anarchiste, être trotskiste, trop souvent, more often than not, comme on dit en roast beef, c'est des trucs de supporters, quoi, de supporters de foot, quoi. Genre, et il n'y a pas réellement de discussion politique qui est là, quoi.
ou de manière très superficielle, quoi. Donc vraiment, moi je te rejoins là-dessus, je te rejoins tout à fait sur la question de notre rapport aux masses, comment doit être une sorte de constance en fait vis-à-vis des masses. Pas seulement pour l'optique, pour bien se faire voir, dire regarde ils sont ça, mais ouais, comme tu as dit, comme tu dit, si on n'a pas leur confiance, on n'est rien en fait. Alors ça se gagne pas comme ça et tout ça, mais petit à petit bien sûr, mais si on n'a pas leur confiance, on vaut pas grand-chose. Et c'est d'autant plus vrai qu'en plus, la réalité, c'est que l'État bourgeois ou une puissance étrangère impérialiste, peut elle peut réprimer ou l'État bourgeois il peut réprimer très fort, mais il ne gagne jamais quand les masses sont avec toi, quoi. C'est jamais parce que qu'est-ce que tu veux faire quand tu peux faire des massacres à droite à gauche. À la fin, si les masses restent avec toi, restent renforcées, continuent à faire corps, à faire front, tu vas faire quoi? Tu vas pas me sortir l'arme nucléaire, quoi. Tu vois, ça n'a aucun sens. Tu vas pas mettre un flic par personne. Et c'est vraiment le rapport de la ligne de masse, le rapport aux masses et notre capacité à nous y lier, il est tellement important. Évidemment, faut que ça serve une ligne politique et faut pas que ça soit fétichisé et tout ça, ça existe, hein. Je pense que tu vois à quoi je fais référence, mais je le développerai pas ici, mais bon, c'est pas à sous-estimer quand on commence à se mettre vraiment à investir les masses, à agir, être dans la pratique politique. Il faut vraiment qu'on ait ça en tête, quoi. Mais tu sais, tu sais, ça me fait penser à... euh, si je dis pas n'importe quoi, c'est dans le... C'est dans le rapport qu'a présenté Staline en 37 là, qui s'appelle pour une formation bolchevique. Et à un moment donné, il parle du lien qui doit exister entre la direction et les masses et le fait que il faut à la fois instruire les masses, mais aussi s'instruire auprès des masses. Et puis il parle de la question de la direction. Et il utilise une métaphore que j'aime beaucoup. Et il explique en gros, voilà, si jamais les bolcheviks se détachent des masses et rompent tout lien avec elles, en fait, ils vont perdre leur force. Il parle de rouille bureaucratique, je crois, un truc dans le genre. Et bref, il dit en gros que c'est la liaison avec les masses qui fait l'invincibilité de la direction bolchevique. Et il prend comme exemple le symbole de Anté. Dans la mythologie grecque, c'est un géant, je crois, qui est fils de Poséidon et de Gaïa. Et c'est un gars c'est un géant comment dire, qui aimait bien se battre, affronter les gens et tout machin. Il affrontait des héros, des gens de passage, et tout, etc. Et en fait, son point fort, c'était quand il combattait un adversaire, quand il se sentait faiblir, en fait, il lui suffisait de toucher la terre et en fait, il reprenait force. Et Anté se fait vaincre par Hercule. C'est un des travaux d'Hercule, je sais plus lequel c'est, bref. Et comment est-ce qu'Hercule a réussi à le vaincre? Il a réussi à le vaincre en le soulevant de terre et en l'étouffant. Et Staline, il dit, vous avez vu, voilà, si les bolcheviks c'est Anté, tant qu'on est fort, tant qu'on a des attaches avec les masses, parce que c'est elles qui nous donnent leur force, qui nous nourrissent, qui nous forment, qui nous permettent d'agir, et on restera invincible. Mais à partir du moment donné où on est arraché à ça, on perd à la fois toute crédibilité, mais on perd aussi notre force et notre style de travail, etc. Donc je pense que c'est important, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que il faut réussir à sortir du côté, c'est difficile, hein, mais du folklore, du cercle militant, etc., et de pouvoir s'adresser à plus de gens, à plus de gens possible, et avoir une vraie politique de masse, etc., qui sortent un peu de simplement des clichés. Des clichés ou simplement se la frimer devant ses potes ou devant ses camarades, quoi. C'est notre forme d'intelligence, j'ai envie de dire, de yapper pendant 3 heures sur la révolution culturelle ou sur le grand bond en avant, que d'aller parler à des gens sur un marché ou dans une grève ou simplement pour organiser des collègues au taf, quoi. En plus, c'est vraiment un truc, même quand
quand tu as des victoires du mouvement révolutionnaire, quand les prises du pouvoir du mouvement révolutionnaire, c'est un peu un truc. Enfin, je trouve que c'est un enjeu ultra fort d'être capable d'être connecté directement aux masses et de nourrir ce lien. Mais même, moi c'est pas juste ce lien, mais de faire en sorte d'avancer vers le fait que les masses, ça soit enfin, que le parti, ça soit les masses au final. Enfin, ça, c'est le communisme, hein. C'est quand on arrive au communisme, c'est vraiment qu'il n'y a plus besoin du parti, quoi. C'est d'autant plus important que c'est comme ça que, en fait, tu préviens. Alors, là, ça s'éloigne un peu du sujet, pas tant que ça, mais parce que là, enfin, le sujet, c'était la reconstruction du parti, mais ça s'éloigne un tout petit peu, mais pas tant que ça. Quand les États socialistes, généralement, ils dégénèrent à partir du moment où en fait, le lien avec les masses, il est tellement rompu et la bureaucratie, et en gros, le parti, c'est tellement devenu une sorte de bureaucratie d'État que, au final, c'est pas fondamentalement distinguable d'un État bourgeois classique, peut-être de gauche, mais voilà quoi. C'est c'est vraiment une nécessité enfin, pour prévenir ce qu'on nous on appelle le révisionnisme, pour prévenir, pour lutter plutôt. Le prévenir, c'est autre chose, mais enfin, je pense pas que ce soit totalement possible, mais pour lutter contre ce qu'on appelle le révisionnisme et les restaurations capitalistes, etc. Et pour continuer à aller dans le sens du développement du communisme, du développement du socialisme et comment, du chemin vers le communisme et la disparition totale des classes, il faut déjà quelque part la mettre en pratique avec les masses, quoi. Ouais, et c'est d'autant plus. Enfin, c'est d'autant plus tragique en gros quand les partis communistes au pouvoir vraiment deviennent des bureaucraties un peu bourgeoises en fait, enfin dominées par des bureaucraties bourgeoises. Je précise évidemment que ma critique de la bureaucratie, c'est pas la même que celle qu'ont les trotskistes, hein, c'est plus un truc que, bon, j'ai pas le temps de développer, mais c'est un truc qui peut se développer, qui se développe en fait presque nécessairement dans le développement économique, voilà. Et donc c'est un truc contre lequel il faut lutter, à mon avis, voilà. Pas le temps de développer là-dessus, mais comment dire, le plus tragique, c'est que quand il y a cette dégénérescence vis-à-vis de enfin, d'une bureaucratie d'un parti communiste au pouvoir, bah après ça prête le flanc aux impérialistes de tout poil, à tous les pays capitalistes aux alentours qui veulent te renverser, qui veulent récupérer les parts de marché autour pour derrière utiliser tes propres masses et le mécontentement légitime souvent de tes propres masses pour te renverser, quoi. Alors évidemment, il y a aussi des méthodes de financement, de groupes d'opposition, etc. Je ne dis pas ça du tout, hein, c'est au contraire. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune. Moi, je vais dire un truc qui est peut-être impopulaire parmi les marxistes-léninistes et peut-être les Mao aussi, c'est que ce qu'on appelle les révolutions de couleur, en réalité, ça ne marche que parce qu'il y a une dégénérescence idéologique profonde. Et au final, ça n'existe pas les révolutions de couleur qui émergent de nulle part, qui émergent d'aucune contradiction. Enfin, c'est pas juste des traîtres en fait, les gens. Enfin, il y a des lignes, il y a des opportunistes, mais si c'était que des traîtres, on va dire, opportunistes qui menaient les révolutions de couleur, dites de couleur, bah, ça marcherait pas. Donc, tout ça pour dire que, ouais, la question du lien avec les masses et de l'intégration des masses perpétuelle au processus révolutionnaire jusqu'à ce qu'ils l'envahissent, que les masses envahissent le mouvement révolutionnaire, ça doit être notre ligne, notre obsession, ça doit être une de nos obsessions aussi, quoi. Notre boussole, en tous les cas, quelque chose sur lequel on doit absolument lutter. Et d'abord parmi nous, dans nos propres rangs. Et d'ailleurs, si on perd dans ces conceptions-là, bah, feu sur le quartier général, pour citer Mao. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à évoquer? Une Non, autre. Ouais. non, je pense que c'est. Non, je pense que c'est pas mal. Après, voilà, c'était un peu pour balayer le sujet, hein. C'est pas,
c'est pas des jugements définitifs, c'est pas quelque chose qui sera, comment dire, les jugements qu'on dit là, les réflexions qu'on a, elles s'inscriront dans un cadre plus large, sans doute qu'il y aura d'autres réflexions d'ici là, que les questions de ligne et tout se poseront encore d'autres façons. Enfin voilà, il y a plein de questions qu'on peut pas, qu'on n'a pas forcément les réponses maintenant. Donc voilà, c'était vraiment juste pour essayer de déblayer un peu ce qui nous semblait le plus important sur les objectifs de la reconstitution du parti, son rôle, pourquoi est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui, ses modalités, le style de travail, etc. Et en fait, on doit pousser à ce que ces initiatives qui visent à reconstituer un centre, un parti communiste puisse aboutir d'ici quelques années. Ce serait bien d'ici la fin de cette décennie-là qu'on puisse avoir quelque chose qui tienne la route. Donc voilà, modestement et sans prétention, quoi que ce soit, je prétends pas être un futur cadre du futur grand parti communiste de France reconstitué. C'est pas l'objectif. J'essaie de rester humble et de voilà donner la pierre à l'édifice, quelques idées qui peuvent toujours être enrichies. Donc ouais, j'espère que cette discussion, les idées qu'on a développées permettront une réflexion plus importante pour les personnes qui nous écoutent et que ça puisse aussi les intéresser à ce sujet-là et qu'ils puissent s'orienter vers des organisations, etc., qui ont pour tâche aujourd'hui de vouloir reconstituer un parti communiste. C'est à la fin de cette décennie. Ouais. Moi, je sais qu'il y a d'organisations, de petits trucs qui prétendent à faire ça. Et moi, avec des critiques que je peux parfois adresser, je les soutiens quand même. Je soutiens quand même ces initiatives. Voilà, à des divers degrés. Moi-même, voilà, je peux faire des trucs de mon côté. Je ne dirai pas plus parce que, bah, sans vouloir surjouer la clandestinité, ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Voilà. Et sinon, bah voilà, mais surtout avoir vraiment une capacité à la critique entre nous aussi, parce que ça va être surtout entre nous et sur des conflits de lignes, dans la mesure où on a ce même objectif en commun. C'est de ça que va naître, on va dire, une compréhension, comment, une organisation forte, en fait, in fine, je pense. Et ça va être nécessaire, quoi. Donc, voilà. Donc, bon, bah, bon courage à tous les camarades qui se sont déjà donnés à cette tâche ou qui, au niveau où ils sont. Voilà. Si vous avez besoin de, je sais pas, besoin d'aide, d'en discuter, tout ça, on sait rien. On pourra toujours discuter entre nous. N'hésitez pas à en discuter en commentaire. On est prêt à en discuter aussi, quoi. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais rajouter. On vous donne peut-être rendez-vous pour une prochaine vidéo dont le sujet n'est pas encore défini, sauf si j'ai oublié ce qu'on avait prévu. Non, mais il y aura, je sais pas, faut encore qu'on discute. Il y a plein de, en fait, il y a plein de sujets. Je pense que peut-être que le mois prochain, on fera peut-être une vidéo, sur l'actualité. Je pense que ça pourrait Ouais. être, je pense que ça pourrait être pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses qui ont été dites comment dire, vis-à-vis de la situation internationale, ce qui s'est passé au Venezuela, etc. Donc oui, je pense que peut-être une vidéo un peu actualité, un peu générale, histoire de peut-être aussi faire un bilan de 2025 et de comment est-ce qu'on peut se projeter vers 2026. Voilà quoi, genre c'est pas encore défini, mais quoi qu'il en soit, voilà, pour conclure, je dirais la même chose que toi, camarade, sur le fait que je donne de la force à l'ensemble des camarades qui se lancent dans ce processus de reconstitution d'un parti communiste, et on peut qu'espérer que ça aboutisse à quelque chose de positif. Voilà. Et comme à chaque fois, le petit pouce, laisser un commentaire, liker, partager. Voilà, on vous dit au mois prochain. Ouais, à plus.